Bonjour et bienvenue dans Quoi de neuf en histoire. Je m'appelle Rassan Moubarak et je suis docteur, mais pas en histoire. Dans ce podcast, je reçois des écrivaines et des écrivains pour nous parler d'histoire à l'occasion de la sortie de leur dernier ouvrage. L'épisode d'aujourd'hui est un peu spécial puisque nous n'allons pas parler d'un seul livre, mais d'une collection de livres que j'ai eu l'occasion de découvrir récemment. Ça s'appelle Le Petit Quiz. Et ce sont des petits livres format poche, souples, qui sont constitués de questions-réponses illustrées sur un sujet donné dans le domaine de l'histoire militaire. Je cite quelques exemples, la Grande Guerre, le jour J, la marine et d'autres que l'on verra un peu plus tard. C'est publié aux éditions Pierre de Taillac, une maison spécialisée dans l'histoire militaire. Et pour en parler, je reçois l'auteur de cette collection, Grégoire Tonnat. Bonsoir Grégoire. Bonsoir. Comment vous est venue l'idée de ce format et quel public visez-vous avec ça ? Alors, moi, je suis un grand passionné d'histoire au sens large, d'histoire de France, d'histoire militaire. Je lis énormément, voilà, premier point. Deuxième point, je viens du monde de la communication, où j'ai pendant 20 ans exercé mes talents dans les agences de communication, où en fait, on est payé pour créer des messages qui ont de l'impact, faire passer les messages, voilà. Donc ça, c'est le deuxième élément. Et il se trouve que je m'apercevais autour de moi, étant passionné d'histoire, je racontais des choses à un certain nombre de mes amis. En fait, ils avaient perdu tous les repères, ils savaient pas qu'est-ce que c'est qu'un poilu, d'où ça vient, qui déclare la guerre à qui en 39 par rapport à 14, 18, etc. Mais en fait, les gens, ils ont perdu les repères, ils savent pas, et ils lisent de moins en moins. Les médias sociaux nous déforment dans des habitudes de consommation de l'information. On lit des formats de plus en plus courts. Si on veut une info un peu pointue, on va sur son appli, on a l'info dont on a besoin, on est passionné, je sais pas quoi, de timbre, et voilà. Et à la fin de l'article, souvent, il peut y avoir un lien et un développement. C'est comme ça qu'on consomme de l'information aujourd'hui. Voilà. Donc, on est face à ce constat-là. Et moi, qui ne suis pas historien de formation, mais passionné d'histoire, j'avais envie quand même de redonner, de faire passer, de transmettre des choses. Et je me suis dit, on va faire ça sous ce format-là, de questions-réponses qui sont très structurées, qui interpellent les gens. En fait, c'est très dans l'interactivité. Pour autant, c'est pas un jeu, mais on est sur un format qui a un aspect ludique. Voilà. Mais cet aspect ludique, l'idée, c'est d'essayer d'arriver à intéresser des gens sur des sujets qui naturellement ne les intéressent pas. Voilà. C'est un peu comme des apéritifs, c'est-à-dire que ça, c'est une mise en bouche sur un sujet. C'est-à-dire que l'apéritif, il a destination à vous donner envie d'avoir faim et d'aller après dîner. C'est ça, en fait, le petit quiz. Oui, c'est ça. Je précise. Donc, c'est une question et la réponse en dessous. Bien sûr. C'est pas des questionnaires à choix multiples. Voilà. Pour donner un exemple concret, on peut parler du dernier tome de la collection qui est sorti au mois de février, qui traite de la 13e demi-brigade de la Légion étrangère. Qu'est-ce qu'on y trouve, par exemple ? Quand a été créée la 13e DBLE, pourquoi, quelle occasion, quel est son parcours, quelles sont les grandes batailles auxquelles a participé la 13e DBLE. Elle fait partie donc de la Légion étrangère. Qu'est-ce que la Légion étrangère ? C'est une question toute bête, mais il y a plein de gens qui savent pas exactement ce que c'est que la Légion étrangère. Mais c'est une espèce de grand mythe comme ça, protéiforme, voilà. Et c'est vrai qu'il y a l'historique et puis il y a aussi d'autres éléments comme par exemple les objets emblématiques de l'unité, l'insigne, le drapeau, le clairon. La première question, par exemple, c'est qu'est-ce que la 13e DBLE ? Et la réponse est donc un des 11 régiments de la Légion étrangère, un régiment d'infanterie, près de 1300 hommes, etc. Donc on a des petites réponses courtes. Alors on va pas évidemment toutes les détailler, mais je voulais vous poser des questions qui ne sont pas dans votre livre. La première, elle peut vous paraître bête, mais c'est quoi une demi-brigade ? Alors c'est pas une question bête du tout. En fait, quand elle a été créée, c'est une unité qui a été créée en 1940, au début de la Seconde Guerre mondiale, qui est formée en fait de plusieurs unités de légion, d'éléments épars d'unités de légion, et qui constitue alors aujourd'hui un régiment, il faut le dire quand même, c'est à peu près 1200-1300 hommes. À l'époque, quand on a constitué ça, c'était pour partir combattre, aider les Finlandais à combattre les Russes. Petite résonance avec l'actualité. Il constitue un corps expéditionnaire qui est fait un peu, pas de briques et de broc, mais d'unités qu'ils estiment être aptes à aller combattre dans le nord de l'Europe, donc dans des conditions particulières au niveau climatique. Donc vous avez des unités de chasseurs alpins qui vont constituer ce corps expéditionnaire qui part finalement en Norvège, et la 13e DBLE qui est constituée avec 2 unités de légion, d'éléments d'unité de légion. Et une demi-brigade, en fait, c'est une unité qui compte à l'époque un peu plus de, je crois que c'était 5000 hommes, quelque chose comme ça. C'est ça en fait. Une brigade, c'est un terme qui remonte même à l'ancien régime. C'est un peu à part en fait. Évidemment, on comprend pas facilement comme ça, mais dans l'armée, vous avez souvent des vocables qui sont le fait de l'histoire ou d'un passé ou d'une bataille, etc. Donc c'est pas une brigade qui a été divisée en deux, quoi. Non. D'accord. Et cette demi-brigade, est-ce qu'elle est singulière au sein de la Légion étrangère ?
Est-ce que c'est un régiment d'élite? Est-ce que sa composition en termes de nombre ou de provenance géographique des soldats est différente des autres? Non, alors la Légion d'honneur est en soi un corps d'élite au sein de l'armée française, hein, donc qui représente un peu plus de 10% des effectifs de l'armée française. La Légion étrangère, c'est un corps d'élite. Et au sein de ce corps d'élite, donc vous l'avez dit tout à l'heure, il y a 11 régiments. Vous avez des régiments de génie, de cavalerie et d'infanterie. La 13e DBLE est un régiment d'infanterie. Et c'est une unité de choc. Ce sont des soldats qui vont ce qu'on appelle au contact, direct sur le terrain. Voilà. Leurs faits d'armes sont à l'étranger. Et dans les questions dont les réponses n'apparaissent pas dans le livre, c'est sur la localisation géographique de cette unité. Donc au sortir de la guerre d'Algérie en 1962, elle a été basée à Djibouti. Tout à fait. Jusqu'en 2011. Une cinquantaine d'années, ouais, voilà. Tout à fait. Puis aux Émirats Arabes Unis jusqu'en 2016. Et en 2016, elle a été rapatriée en France, sur le plateau du Larzac. Pourquoi cette décision? Alors j'ai pas la réponse à ça. Le fait est il y a une montée en puissance au sein de l'armée française et que dans ce cadre-là, la 13e DBLE a été rapatriée sur le territoire français, métropolitain, et sur le plateau du Larzac, qui est historiquement un camp militaire dont les plus anciens qui nous écoutent se rappelleront des luttes des écologistes du plateau du Larzac qui ont lutté contre l'extension du camp dans les années 70 avec José Bové, etc. Bon, tout ça est apaisé depuis bien longtemps, bien sûr. Les principaux théâtres d'opération que vous citez, c'est bien sûr la Deuxième Guerre mondiale, ensuite la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie. Et une des batailles mythiques, c'est la bataille de Bir Hakeim, qui a donc opposé une partie de de ce qui deviendra cette demi-brigade aux troupes de l'Africa Corps du général Rommel dans le désert libyen. Et aux Italiens aussi. Et aux Italiens, en 1942. Et on retrouve dans cette bataille l'histoire de Suzanne Traverse, dont je voulais qu'on dise un mot, parce que son destin a été raconté par Marie-Laure Buisson dans son livre que j'ai eu l'occasion de présenter dans le podcast. Et Suzanne Traverse, alors elle a une particularité, c'est que c'est la seule femme de la Légion, non seulement de la demi-brigade, mais de toute la Légion étrangère. De toute l'histoire de la Légion étrangère. Il n'y a pas aujourd'hui, alors que l'armée française est féminisée depuis quand même un certain nombre d'années, dans la Légion, vous n'avez pas de femme. Il n'y a qu'une femme, et c'est elle a un numéro matricule, voilà. Bon, c'est lié évidemment à ce qu'elle a fait, notamment à Bir Hakeim, mais pas que. Elle a un rôle particulier, elle a une image particulière au sein de la Légion. Alors ils sont très fiers d'elle, ils sont très fiers aussi de ne pas avoir de femmes chez eux. Voilà, Et ça c'est une tradition, ça, ou c'est le règlement? Écoutez, vous savez, l'armée française et les unités, les régiments, etc., ils sont très attachés à leur tradition. Voilà. Et ils les défendent becs et ongles, à tort ou à raison, je vais pas à juger d'ailleurs. Voilà, c'est un fait, on le prend. Ce sont leurs traditions. Point. Et la bataille de Bir Hakeim s'achève le 11 juin 1942. Et donc le 11 juin, c'est devenu le jour de fête de cette unité. Alors, comme dans chaque régiment de l'armée française, il y a une fête du régiment. Et pour eux, pour la 13e DBLE, puisque c'est la bataille emblématique, c'est le 11 juin, c'est la fête du régiment. Et on va fêter cette année les 80 ans. Du coup, vous avez devancé ma question d'après, c'est que bien sûr, ils ont cette fête, mais comme toutes les autres unités, on fête Cameron, qui tombe là le 30 avril. Alors, à la Légion, donc, chaque régiment a sa journée de fête. Voilà. Donc, pour la 13e DBLE, c'est le 11 juin. Et pour la Légion, l'ensemble de la Légion, c'est le 30 avril et c'est la commémoration de la bataille de Cameron, qui est le fait majeur historique de l'histoire de la Légion. Voilà. Une soixantaine de légionnaires qui se retrouvent face à, c'est pendant l'expédition menée par le Napoléon III au Mexique. Et c'est une bataille effectivement qui a lieu où 63 légionnaires se battent face à 2000 Mexicains. Voilà, il y aura très peu de survivants, mais c'est l'élément constitutif et ça véhicule toutes les valeurs de la Légion. C'est-à-dire que la mission est sacrée. On ne se rend pas. La 13e DBLE est surnommée le régiment aux 100 compagnons, car 98 de ces légionnaires ont été décorés de l'ordre de la Croix de la Libération, plus que toute autre entité en fait. Oui, alors il y a il y a le BCRA en fait, qui est l'ancêtre des services secrets, qui compte un peu plus, mais c'est pas tout à fait une unité au sens régimentaire, mais il est vrai que comme régiment, c'est la 13 qui compte le plus de compagnons dans ses rangs. Voilà, bon, ça s'explique que c'est la première unité constituée à rejoindre la France libre fin juin 40. C'est-à-dire ce corps expéditionnaire qui a combattu en Norvège victorieusement, notamment à Narvik et à Breivik, dont on dit que ce sont les deux seules victoires de la campagne de mai-juin 40, et qui est rapatrié d'abord en France pour combattre, mais c'est trop tard, ils sont en Bretagne, et très vite ils repartent en Angleterre, et c'est fin juin 40 que le général Magrin-Verneret
surnommé Monclar de son nom de guerre, qui dirige la Tresse, qui est le chef de corps, qui prend la décision et qui demande à ses hommes, qui dit voilà, moi je rejoins, je n'arrête pas la guerre, je continue, je rejoins la France libre avec le général de Gaulle, qui vient de se constituer, de se créer. L'appel, c'est le 18 juin, et dans les jours qui ont suivi, de Gaulle constitue les forces françaises libres. Et c'est la première unité, il y a quasiment 1000 hommes de cette demi-brigade de Légion étrangère qui rejoignent le général de Gaulle. Ils sont de tous les combats de la France libre. Ça explique aussi, pour être compagnon de la libération, pour avoir la croix de la libération, vous avez un certain nombre de critères. Il faut un engagement précoce, rejoindre les forces françaises libres dans des conditions pas évidentes, ce qui est le cas. Et j'ai mis le chiffre dans le livre que j'ai fait pour les compagnons. Je crois que c'est 75% des décorés de la Croix de la Libération sont des gens qui rejoignent avant décembre 40. C'est-à-dire qu'on est au plus noir, au plus sombre de l'histoire de l'armée française, et que ces gens-là, et c'est le général de Gaulle qui, en créant cet ordre en novembre 40, dit voilà, vous êtes en fait comme un ordre chevalier, quoi, en fait. C'est malgré le fait que tout soit perdu, bah vous y allez quand même. Les hommes de la 13, c'est 98 soldats de la 13, donc officiers, sous-officiers, soldats, légionnaires. Parmi eux, il y a Hubert Germain, qui est décédé le 12 octobre 2021 et qui était le dernier survivant de l'ordre de la Libération. Le dernier compagnon. Ces 98 compagnons sont fêtés d'une manière particulière au sein de cette demi-brigade. Est-ce qu'il y a une cérémonie particulière? Alors, il va y en avoir une le 11 juin. Les familles des compagnons, parce qu'il n'y a plus de compagnons, mais les familles des descendants sont invitées sur le camp. Effectivement, il va y avoir toute une cérémonie d'hommage, un certain nombre de conférences dont je ferai partie, voilà, avec d'autres historiens là pour le coup, d'historiens de la Légion d'ailleurs. On peut citer André-Paul Comore si ça vous dit quelque chose, qui est un des grands spécialistes de la Légion étrangère. Et vous avez d'ailleurs consacré votre précédent livre aux compagnons de la Libération. Et donc je renvoie aussi à la lecture de ce livre très intéressant. Je voulais juste revenir sur la collection en tant que telle. C'est vous qui choisissez les thèmes et sur quels critères selon Alors les deux en général. C'est intéressant, et en France, comme on est éditeur, et moi je travaille avec les éditions Pierre de Taillac, il est intéressant de se caler sur une actualité. Pour sortir un livre, c'est quand même mieux. En général, nous en France, on a des anniversaires tout le temps. on toujours des gens qui sont décédés ou qui aime bien commémorer, et c'est très bien ainsi. Voilà. Donc quand il y a un anniversaire, c'est vrai qu'on se dit que ça peut être le moment de faire quelque chose, un truc un peu fort. Autour du 11 novembre, puisque le président de la République a choisi d'honorer aussi les compagnons et Hubert Germain, puisqu'il y a eu cette cérémonie officielle au Mont Valérien. Voilà, il faut qu'on est rentré dans l'actualité. J'en ai fait un autre il y a pas très longtemps qui est sorti sur la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Là, il y avait clairement un anniversaire. 18 septembre 1811, et donc on a fêté les 210 ans de la création des pompiers de Paris. Justement, beaucoup de livres sont faits en partenariat avec d'autres institutions. Donc, il y a, par exemple, le château de Versailles, les pompiers de Paris, la marine, la police nationale. Vous avez une entière liberté de choix des questions et de la rédaction des réponses. Il n'y a pas de censure vraiment. Il y a un comité de relecture chez eux, évidemment. Quand je travaille pour les pompiers de Paris, ça passe par le bureau communication. Ils ont les textes. Voilà, c'est entendu. Enfin, les pompiers, c'est pas tellement clivant comme sujet. Non. Ça pouvait être un peu plus dur quand j'ai travaillé pour la police ou les CRS. On peut pas dire qu'il y a vraiment de censure. On a abordé des sujets qui, entre guillemets, fâchent. De toute façon, en plus, c'est le crédit de la collection après. Bah oui. Si on commence à faire un trou en disant, tiens... Et du coup, vous avez accès à des archives inédites au sein de ces institutions? Écoutez, inédite, pas vraiment, parce que moi je travaille sur des ressources qui sont clairement identifiées. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre en perspective des données, des chiffres, pour le rendre audible, compréhensible par le plus grand nombre. En tout cas, c'est d'une lecture vraiment très agréable, ça se glisse dans la poche. Merci. Moi, je sais à qui je vais pouvoir l'offrir. Alors, c'est pas tout de suite, mais pour Noël, vous savez, au travail, il y a toujours des petites remises de cadeaux symboliques. Et donc ça, je pense que ça peut plaire à... Alors, vous avez mis le doigt sur quelque chose, c'est la force de la collection. En fait, c'est ça, c'est que souvent, et il y a... Pierre, dans les nombreux échanges qu'on a ensemble, m'a sorti un truc que j'ai beaucoup aimé. Il m'a dit que c'était des cadeaux d'assiettes. Exactement. C'est-à-dire que pour un dîner, plutôt que d'offrir un truc un peu lambda ou cadeau, c'est des petits cadeaux pédagogiques. Vous savez que vous avez un ami qui aime bien les pompiers ou ses enfants aiment bien les pompiers. Boum, le petit coup sur les pompiers de Paris ou qui est passionné par la Seconde Guerre mondiale, sur les compagnons de la Libération, sur le jour J, etc. C'est vraiment des petits cadeaux d'assiettes. Mais moi, ça me va très très bien. Et en plus, on a beaucoup de retours de lecteurs qui nous disent, tiens, je l'ai acheté en sortant du musée des Invalides, enfin de l'armée aux Invalides ou le musée de la Grande Bière à Meaux. J'étais avec les enfants et dans la voiture du retour, on s'est posé les questions. Et donc on a continué la visite et on a continué à apprendre. Ça me va super bien.
Et les prochains thèmes, c'est quoi? Alors, donc pour cette année, alors les 2 années passées ont été un peu compliquées, hein, vous l'imaginez bien, avec le Covid. Un projet qui datait de 2021, qui devait sortir en 2021 parce que c'était le bicentenaire, l'anniversaire de la mort de Napoléon Bonaparte. Donc on en sort un en partenariat, on retravaille avec le musée de l'Armée. C'est une chance incroyable de travailler avec eux. Je suis à la fois fier, heureux, et voilà. Donc on en fait un sur Napoléon, le petit quiz de Napoléon, qui va sortir dernier trimestre 2022, voilà, mais qui sera évidemment disponible en librairie avant le 2 décembre, qui est la date emblématique du sacre et de la bataille d'Austerlitz. Et puis un autre qui va sortir un peu avant, qui va sortir cet été. Là aussi, c'est lié à un anniversaire. Alors c'est un peu pointu, enfin oui, c'est pointu. C'est sur l'histoire des troupes de marine. Donc les troupes de marine, là aussi, et ça j'aime bien ça parce que moi j'aime bien démonter un peu des légendes urbaines. Les troupes de marine ne sont pas des marins, mais ce sont des soldats de l'armée de terre. Même s'ils ont été rattachés une partie de leur histoire à la marine, depuis plus de 100 ans, c'est l'armée de terre. Et les troupes de marine, c'est un peu comme la Légion. Ce sont des unités d'élite, ce sont les premiers à débarquer, voilà. Et ils fêtent leurs 400 ans puisqu'ils ont été créés par le cardinal de Richelieu. Je suis très content de vous avoir reçu, Grégoire. Merci donc beaucoup. Dans un format un peu inhabituel par rapport à ce qu'on fait d'habitude, mais je voulais vraiment faire un focus sur cette collection qui est vraiment magnifique. Merci beaucoup. Donc merci beaucoup d'être venu pour nous en parler. Je rappelle le titre de la collection, donc c'est le Petit Quiz aux éditions Pierre de Tailhac, qui est disponible partout en librairie et en ligne. Donc je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous à très vite pour un prochain épisode. Merci beaucoup. Merci beaucoup.